bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette webconférence dédiée au cancer et nutrition avec les vrais faux. Et nous aurons le plaisir ce soir d'avoir Muriel Rilch, qu'on connaît bien puisqu'elle est déjà intervenue de nombreuses fois lors de nos webconférences. Et comme on avait trouvé que ses réponses étaient super, ce soir, on lui a demandé de retraiter les vrais ou faux. Donc vous, Madame Rich, vous êtes cadre diététicien à l'Oncopole, donc à Toulouse. Et ce soir, vous allez nous présenter, donc répondre aux préjugés, aux idées vraies, aux idées fausses qui circulent concernant la nutrition. Et également, vous vous appuierez sur des vidéos du réseau NACRE. Donc, vous allez nous parler de tout ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Laure, si tu veux dire un petit mot. Oui, un petit mot d'accueil déjà effectivement pour vous dire bonsoir Muriel et ravie de vous retrouver en ce début d'année. Donc tous nos voeux à vous et puis à vous tous qui nous rejoignez ce soir, donc patients ou proches de mon réseau cancer ou beaucoup plus largement. Alors c'est un sujet tellement large qu'on va tout de suite vous dire qu'on ne pourra pas répondre forcément à tout. L'idée qu'on s'est donnée avec Muriel et Oriane, c'était d'essayer de répondre aux questions les plus fréquentes qui remontent dans mon réseau cancer, sur les réseaux sociaux, dans les journées comme trajectoire, et puis aussi dans les consultations des médecins, des diététiciens. Et finalement, un petit peu l'idée, c'est de se dire que avant de tomber malade, déjà, on n'est pas tous dans la même situation. Il y en a qui sont tout maigres, d'autres qui sont tout gros, d'autres qui ont plein de bonnes habitudes alimentaires, d'autres qui mangent peut-être moins équilibré. Et déjà, on n'a pas forcément tous les mêmes savoirs sur qu'est-ce que c'est que de bien manger, par exemple, ou qu'est-ce qui est bon pour moi, ou quel équilibre. Et quand on tombe malade et avec les traitements et avec un certain nombre d'effets indésirables souvent qui peuvent nous toucher, les conseils peuvent être aussi complètement différents. Et puis globalement, dans notre société, on est abreuvé de conseils de il faut faire comme ci, il faut prendre ce fruit-là, il faut prendre ce jus-là, et ces compléments, c'est super, et pour le sport, et pour les muscles, etc. Donc c'est extrêmement compliqué déjà pour nous tous de savoir quoi faire. Il y a des régimes aussi un peu différents dans les habitudes alimentaires, familiales, culturelles et autres. Mais c'est vrai que quand on est malade, on peut se sentir particulièrement perdu. Et pour autant, quand on vous opère, quand on vous donne des traitements, quand on vous fait des rayons, finalement, ce que je vais faire pour manger, c'est une des premières choses qu'on peut faire vraiment, nous, en vrai, les patients, pour participer, en fait, à nos soins et à essayer d'aller le mieux possible pendant les traitements. Et donc, on va essayer de répondre en partie sur ces grandes questions en s'orientant vraiment sur ce qui convient à des personnes qui sont actuellement en traitement pour un cancer, sachant qu'il y a plein de types de cancers différents. Donc là aussi, il pourrait y avoir peut-être des nuances et des choses pour lesquelles il faudra vous tourner vers votre équipe de soins. Mais voilà, l'idée, c'est de rentrer dans des bases et un peu contrer les idées reçues qu'on peut peut-être avoir ou discuter peut-être d'injonctions dans un sens ou dans un autre qu'on peut entendre ça et là. Donc, on vous souhaite une très bonne soirée et pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet dédié et continuer à bavarder dans le chat. Très bonne soirée et on vous passe la parole. Je vous passe la parole, Muriel. Merci. Effectivement, j'anime depuis plusieurs années des ateliers d'éducation thérapeutique. Le thème, c'est l'équilibre alimentaire. Et autour de l'équilibre alimentaire, on a beaucoup de questions. Et derrière toutes ces questions, il y a un intérêt, c'est être acteur de sa santé. Mais les questions vont sur deux grosses thématiques. Et pour donner de la clarté ce soir, on a voulu scinder les questions sur deux familles. Alors, je vais passer à la diapo suivante. L'impact des aliments sur le traitement. Par exemple, une question qui revient le plus souvent, c'est le pamplemousse. Et après, quel est l'impact des aliments ou des nutriments en termes de prévention primaire et de prévention tertiaire? Donc, si vous êtes d'accord, on va démarrer par l'impact des aliments sur le traitement. Et sachant que je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, je vais répondre en me faisant aider d'experts du réseau NACRE et d'autres sociétés savantes que l'on va présenter au cours de l'heure là que l'on va partager. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser du pamplemousse ? Alors, est-ce que le pamplemousse a un impact? Eh bien, le pamplemousse, oui, il a un impact sur
de nombreuses thérapies orales du cancer. Et c'est la même chose pour l'orange amère, la bergamote et le citron vert. Et je tiens à préciser qu'en revanche, vous pouvez consommer l'orange ou le citron sans prendre de précautions particulières. Alors, qu'est-ce qu'il contient ce pamplemousse? Il contient vous voyez la partie blanche qui est entre la chair du fruit et l'écorce, mais c'est ce qu'on appelle le furanocoumarine. Et ceci est une enzyme qui va participer au métabolisme de certains traitements. Donc, consommer du pamplemousse va perturber le métabolisme des traitements en diminuant son efficacité. Donc, ça ne va pas interagir avec tous les traitements du cancer, mais avec certains. Donc, moi, je vais vous conseiller, si vous avez un doute et surtout si vous êtes un bon consommateur de pamplemousse, ne vous inquiétez pas si vous prenez un demi-pamplemousse par semaine. Donc, là, la dose ne va pas altérer l'efficacité du traitement. Mais si vous avez tendance à prendre un jus de pamplemousse par jour, c'est un produit concentré. Là, je vais vous conseiller de l'arrêter, ce jus, de façon régulière et de vous orienter vers les pharmaciens de votre établissement. Et ils sauront vous dire, en fonction de votre thérapie orale, si vous pouvez continuer à prendre du pamplemousse ou si vous devez l'arrêter. Est-ce que c'est clair, Laure? Oui? Oui, et il y a beaucoup de… On peut peut-être aussi dire que souvent quand on démarre un parcours de soins, notre oncologue nous remet un plan de traitement et parfois il explique à ce moment-là aussi, voilà, vous allez avoir une chimio, une thérapie orale, etc. Il peut expliquer à ce moment-là où l'infirmière de coordination peut reprendre tout ça. Donc souvent, effectivement, avec les chimiothérapies, avec certaines thérapies orales, il y a vraiment cette précaution d'usage avec le pamplemousse. Donc c'est vraiment important pour… En fait, ce qui est intéressant aussi quand on écoute les médecins, c'est qu'ils se sont rendus compte de ça, finalement, dans l'expérience. Ça arrive ça les alerte, en fait, parfois, quand ils disent bah, « Tiens, c'est étrange, mon patient, il prend le traitement ou il reçoit le traitement et ce n'est pas efficace alors qu'on s'attend à ce que ce soit efficace. » Et c'est parfois comme ça qu'on découvre des mécanismes ou des usages sur certaines thérapies. Donc, c'est bien connu pour un certain nombre de traitements. Et donc, vigilance particulière aussi, par exemple, si vous êtes dans un essai clinique ou avec une nouvelle thérapeutique, c'est important d'en parler aussi avec votre équipe, de prendre des précautions par rapport à ce pamplemousse qui est quand même très communément, j'allais dire, à éviter pendant ces traitements. Alors, si je peux me permettre, je rebondis. Il y a une question. Alors, d'habitude, on prend les questions à la fin, mais là, comme vous avez segmenté en thématique sur les agrumes, donc vous avez dit que ce n'était pas le cas du citron et de l'orange. Mais alors, du coup, on a quid du yuzu et de l'aloe vera? Alors là, après, je ne peux pas rentrer dans tous les aliments et je sais que je vais frustrer certaines personnes. Là, c'est vraiment avec les professionnels de vos établissements que vous le verrez. Mais retenez que c'est sans risque avec l'orange et le citron. Voilà, le citron jaune. En revanche, pour le reste, principe de précaution. Si vous avez une consommation excessive, c'est-à-dire régulière, eh bien, vous arrêtez et vous allez vous renseigner. Voilà ce que l'on peut dire. Mais je ne veux pas non plus alerter des gens qui, encore une fois, ne consomment que la moitié d'un pamplemousse une fois par mois. Hein. Là, il n'y a aucun problème. Donc, il est probable que le petit sorbet au yuzu, une fois tous les 36 du mois, ça peut passer. Tout à fait. En fait, c'est plutôt quelque chose qui est dans nos habitudes. Par exemple, si vous aimez beaucoup le pamplemousse, vous en prenez tous les jours au petit-déj depuis des années, c'est plus là où il y a une réflexion à avoir. Exactement. On va passer maintenant au soja, qui interroge de nombreuses personnes, et en particulier des femmes. Et pour cela, on va être aidé par une experte du réseau NACRE. Est-ce que, à la technique, vous pouvez lancer le film sur le soja, s'il vous plaît? Et après, on reprendra en synthèse les messages les plus importants. Je suis Marina Touillot, docteure en santé publique, chef de projet au Centre régional de cancérologie Léon Bérard à Lyon et membre du réseau NACRE.
Le soja contient des phytoœstrogènes appelés isoflavones qui sont naturellement présents dans tous les végétaux en petite quantité, mais très abondants dans le soja et les aliments dérivés. On sait que le soja est consommé depuis des millénaires dans les populations asiatiques. Des études ont observé un risque plus faible de cancer du sein chez les femmes ayant une consommation élevée de soja dans une alimentation traditionnelle asiatique. Toutefois, l'éventuel bénéfice pour la prévention des cancers du sein n'est pas confirmé par les grandes études de cohorte menées en Europe ou en Amérique du Nord. Concernant les compléments alimentaires à base de soja, ils peuvent contenir une grande quantité d'isoflavones. Une étude de cohorte française a observé une association entre la consommation de ces compléments et une augmentation du risque de cancer du sein non sensible aux hormones, qui est de mauvais pronostic. Cette étude suggère aussi un risque plus élevé de cancer du sein associé aux compléments au soja chez les femmes qui ont déjà des cas de cancer du sein dans leur famille. Finalement, les aliments à base de soja semblent pouvoir être consommés sans excès, c'est-à-dire en petite quantité et pas tous les jours, sans recourir aux compléments alimentaires. Pendant les traitements d'un cancer du sein, les données scientifiques étant encore moins nombreuses, il semble raisonnable d'appliquer les mêmes précautions qu'en population générale, à savoir une consommation de soja sans excès, c'est-à-dire en petite quantité et pas tous les jours. Une étude de petite taille a suggéré que la consommation de soja pendant les traitements améliorerait la qualité de vie des patientes, mais il reste à confirmer ces résultats et vérifier l'absence d'effets délétères. Pour les compléments alimentaires à base de soja, aucune étude n'a montré de bénéfice de leur consommation. À l'inverse, plusieurs études suggèrent des interactions délétères avec les traitements, par exemple en diminuant l'effet de certains traitements anticancéreux. Chez les femmes en rémission, guéries du cancer du sein, des méta-analyses ont montré, en combinant les résultats de plusieurs études, que la consommation alimentaire de soja diminuerait le risque de récidive et augmenterait peut-être la survie, mais davantage d'études sont nécessaires pour conclure avec certitude et on ne peut pas, à l'heure actuelle, généraliser ces quelques résultats à toutes les femmes en rémission. Concernant les compléments alimentaires à base de soja, on manque d'études. L'absence de risque n'ayant pas été démontrée, le principe de précaution s'applique également. En conclusion, en cas de cancer du sein, le soja peut être consommé dans l'alimentation, mais en petite quantité et pas tous les jours. Les précautions s'appliquent d'autant plus pendant les traitements du cancer du sein. Et en ce qui concerne les compléments alimentaires à base de soja, ils sont déconseillés par les instances de santé publique. Il faut rappeler que le soja est une source végétale de protéines de très bonne qualité, faible en graisse, et qu'il peut s'inscrire dans une alimentation équilibrée et diversifiée. Le soja peut être consommé de façon modérée, sans pour autant le supprimer de son alimentation, mais il est préférable de suivre les recommandations de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, basées sur des études biologiques, épidémiologiques et pharmacologiques. Ces recommandations sont de ne pas dépasser 1 mg d'isoflavone par kilo de poids corporel et par jour, c'est-à-dire pour une personne de 60 kg, de ne pas dépasser 60 mg d'isoflavone par jour. Par exemple, 100 g d'aliments dérivés du soja, tels que le tofu, les desserts au soja, etc., apportent entre 10 et 30 mg d'isoflavone. Mais la grande difficulté est de connaître sa consommation en isoflavone, car beaucoup de produits industriels contiennent du soja sans que cela soit mentionné sur l'étiquetage. L'agence européenne EFSA a ainsi alerté la population sur le risque de consommer des quantités cumulées importantes de soja, donc d'isoflavone, de façon cachée. Il est conseillé de ne pas consommer de compléments alimentaires à base de soja, car leurs bénéfices n'ont pas été démontrés. De plus, leur activité biologique pourrait leur conférer des effets potentiellement délétères chez certaines femmes, comme celles avec un antécédent personnel ou familial de cancer du sein, ou les femmes avec une hypothyroïdie. Il est souhaitable d'en parler à son médecin dans tous les cas.
Voilà, donc on va revenir à la présentation où je vous propose une diapo de synthèse. Donc, qu'est-ce que le film nous apprend? Que le soja contient des phytoœstrogènes, c'est-à-dire des œstrogènes de la plante, également nommés isoflavones. Et là, on nous dit qu'il ne faut pas consommer de compléments alimentaires à base de soja. Voilà, ce n'est pas recommandé, ça pourrait même être délétère. En revanche, pour les gens qui aiment consommer du soja, et dans les ateliers, les gens me disent, moi, ce que j'adore, c'est la sauce soja pour essayer de faire une cuisine assez savoureuse et moins riche en matières grasses. J'utilise la sauce soja. Est-ce que je peux continuer à la consommer? Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, parce que la sauce soja, c'est un produit fermenté qui ne contient pas beaucoup d'isoflavones. On s'est renseigné auprès des différents les différents producteurs de sauce soja. Ça, c'est la première chose. Et si vous adorez les pousses de soja, sachez que ce sont des haricots mungo qui, eux, ne contiennent pas de phytoœstrogènes. Voilà. Donc, pour votre consommation de ce type-là, vous pouvez être tout à fait rassuré. Après, vous avez vu que si vous aimez, alors il ne faut plus dire yaourt au soja, il faut plutôt dire dessert à base de soja. Si vous les aimez, au même titre, si vous appréciez d'avoir des protéines végétales sous la forme de tofu, vous pouvez également le consommer avec ce repère de consommation qui est fort utile, c'est de ne pas dépasser 1 mg par kilo de poids et par jour, et pas tous les jours. Voilà. Donc, enfin, on a eu un repère de consommation il y a quelques années avec cette publication du réseau NACRE qui nous permet de guider les gens qui ont exclu la viande ou le poisson et qui consomment des œufs ou des protéines à base de soja. Est-ce que là, il y a des questions sur le soja, sur le chat? Autour du soja, du coup, en fait, on a bien vu dans le film qu'il y avait un certain nombre de recommandations, notamment autour des cancers du sein. Il n'est pas forcément fait état vraiment des cancers du sein hormonodépendants ou de si je suis en pleine hormonothérapie. Est-ce que vous pouvez nous clarifier ce point? Excusez-moi, j'ai mal entendu. Ah, pardon. Donc, dans les questions, il y a en fait une demande un peu de précision quant aux cancers hormonodépendants et notamment toutes les femmes qui vont avoir des traitements d'hormonothérapie. Oui. Est-ce que c'est finalement les mêmes recommandations sur Oui, cette ce sont les mêmes période-là? recommandations. Les phytoestrogènes viendraient comme en concurrence du traitement, parce qu'on dit à tort que c'est un traitement hormonal, mais c'est un traitement anti-hormonal. Donc, consommer du soja en excès sous forme de complément alimentaire à base de soja viendrait perturber l'efficacité du traitement. Voilà, c'est la réponse que les médecins nous donnent. Donc, encore une fois, le message à retenir, c'est le complément alimentaire à base de soja, non. Quand on a un traitement d'un cancer hormonodépendant, non. Et au nom du principe de précaution, on le déconseille également. Et on tient, nous aussi, à faire passer le message auprès de jeunes filles qui sont de plus en plus végétariennes. On a toutes des jeunes femmes autour de nous qui peuvent se mettre à exclure la viande ou le poisson ou les œufs pour certaines raisons. Et il faut faire passer aussi ce message auprès de nos jeunes femmes autour de nous. Attention à ne pas consommer des compléments à base de soja en excès ou trop de produits à base de soja. Oui, et en fait, on peut aussi noter, peut-être de discuter avec son médecin, sa gynécologue, avec les traitements du cancer et notamment les hormonothérapies. On peut avoir pas mal de bouffées de chaleur et du coup, il y a un certain nombre de compléments qui peuvent être proposés pour, j'allais dire, limiter ces inconforts. Et, il faut vraiment être conseillé parce que beaucoup d'entre eux comportent justement des isoflavones de soja en haute dose et donc il y a d'autres formulations sans
sans ces isoflavones de soja. Et sachez qu'au cours de Saint-Paul, où nous étions la semaine dernière avec Véronique qui nous écoute, il y a eu des annonces aussi, comme il y a des innovations thérapeutiques qui vont arriver autour de la prise en charge de ces bouffées de chaleur. Donc, il y a vraiment une recherche active pour écouter, je dirais, les inconforts des femmes au long cours pendant ces traitements. Mais il faut vraiment être guidé et ne pas hésiter à poser question à votre oncologue aussi sur ce type de compléments-là, en fait, qui peuvent être, dont on peut avoir besoin finalement pendant les traitements aussi. Donc, ce serait dommage que ça interfère avec votre traitement. Voilà. Oui, mais ce sera le fil rouge, le fil conducteur également à la présentation, c'est que ces compléments alimentaires, ils ne sont pas anodins. On le retrouvera en deuxième partie de l'intervention. Maintenant, je vous propose de quitter le premier volet qui était l'impact des aliments sur le traitement pour passer au rôle de l'aliment sur le cancer ou en prévention primaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est intéressant de manger pour éviter le cancer ou qu'est-ce que je peux manger pour éviter la récidive. Et là aussi, c'est le réseau NACRE qui va nous aider à y voir plus clair. Alors, on va passer quelques secondes sur le réseau NACRE. Le réseau NACRE, qu'est-ce que c'est ? Nous, quand on était professionnels en cancérologie, quand le réseau NACRE n'existait pas, on faisait avec nos lectures pour conseiller les gens, mais on ne pouvait pas synthétiser toutes les études mondiales. Et il y a 25 ans est apparu le réseau NACRE qui synthétise toute la recherche mondiale et vulgarise toutes ces données-là, avec ou des vidéos ou des flyers que vous pouvez trouver sur leur réseau. Et je vous engage, dès que vous avez une question, à aller rechercher ce qui est donné comme information. Alors, le premier thème, c'est celui qui interroge, c'est le sucre que j'ai retenu. Mais plus globalement, si on dézoome, pourquoi les gens s'intéressent au rôle de l'alimentation? C'est parce que de plus en plus, il y a un chiffre qui est marquant. On dit aux gens qu'on estime à 40% le nombre de cancers qui pourraient être évités par une prévention optimale, ou avec des comportements individuels ou des comportements collectifs. Alors, dans tous ces comportements, il y a le tabagisme, il y a la consommation d'alcool, il y a l'alimentation, l'activité physique, l'exposition aux UV, les pollutions de l'air ou les infections comme le papillomavirus. 40%, c'est important, mais si on prend le facteur alimentaire, et on va passer à la diapositive suivante, qu'est-ce que nous dit le réseau NACRE? Qu'il y a 5 facteurs nutritionnels qui sont identifiés. Quels sont-ils? Je vous laisse voir ces facteurs. Boissons alcoolisées, surpoids et obésité, l'allaitement, l'inactivité physique et l'alimentation déséquilibrée. Comment il faut lire ces chiffres? Ces chiffres, il faut les lire avec la notion suivante. Si on supprime ces boissons alcoolisées, on va limiter l'apparition de 8% des cancers. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous mettre à boire, à manger déséquilibré ou à rester sur le canapé, mais j'essaie de modérer le 40% parce que moi, en atelier, je vois des gens qui sont effondrés avec ce chiffre. Et ces 40%, ça fait peser une énorme responsabilité sur le comportement individuel. Et je trouve que ces chiffres-là du réseau NACRE remettent l'église au centre du village. Voilà. Donc, encore une fois, n'allez pas abuser de l'alcool ce soir, mais il est intéressant d'avoir ces chiffres en tête. Voilà. De plus, oui, je pense que c'est vraiment important de souligner ça parce qu'on a beaucoup de patients et de patientes qui, au moment du diagnostic, avec ces chiffres qui sont utiles pour, entre guillemets, s'informer, essayer de mieux faire, de mieux manger, mieux bouger, etc. Néanmoins, ça culpabilise énormément. Et du coup, et en plus, il y a aussi des gens qui, entre guillemets, ont peut-être
suivi toutes ces propositions à la lettre et pour autant sont malades de tel ou tel type de cancer. Donc, en fait, c'est vraiment, on sait que c'est des facteurs de risque qui peuvent intervenir. Donc, si on peut les réduire, tant mieux. Mais là encore, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas encore sur les causes de cancer et c'est très multifactoriel. Donc voilà, c'est plutôt essayer de mettre plus de chance de son côté, parce qu'en fait, dans tout ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que le cancer. Et ça, je trouve que c'est aussi important sur tous ces messages de prévention. On est une personne avec un corps et un esprit. On n'est pas juste en train de chercher à avoir pas de cancer ou pas de diabète ou pas de problème cardiovasculaire, etc. Mais globalement, ces propositions, elles sont utiles pour une meilleure santé en général. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de maladie. Donc, ça vaut quand même toujours le coup, mais malheureusement, si c'était si simple, ça se saurait. Tout à fait. Donc, les recommandations, quelles sont-elles? Là aussi, on a des repères de consommation qui sont plutôt nouveaux et intéressants. Quand on dit aux personnes en termes de santé publique de limiter la viande rouge, maintenant on sait que c'est 500 grammes de viande rouge par semaine. C'est donc important de privilégier la volaille, de limiter le sel et les aliments salés à 5 grammes de sel, c'est-à-dire de NaCl par jour. Et là encore, je vous conseille d'aller sur la fabrique à menu qu'on a déjà évoquée, sur le site Manger Bouger, pour trouver concrètement des idées de recettes, pour être plus acteur de son assiette et donc de limiter les ajouts de sel que peut proposer l'industrie agroalimentaire dans ses préparations. Autre repas de consommation, limiter les charcuteries à 150 grammes par semaine, 3 petites tranches de jambon blanc, malheureusement ça compte pour de la charcuterie, donc c'est intéressant de l'avoir en tête. Après, les fruits et légumes, alors là je crois que le message il est bien passé, je n'ai pas besoin d'insister. Les produits laitiers, consommer 2 produits par jour, ça on le reprendra en fin d'intervention. Et les fibres alimentaires, c'est valoriser les fruits, les légumes secs dans son alimentation. Voilà les recommandations qui tiennent la route. Et maintenant, je vous propose d'aller en premier sur le thème du sucre, qui est celui que j'entends le plus massivement dans les ateliers. Et je tiens à aborder le phénomène du sucre parce que je vois souvent des personnes qui en arrivent à s'isoler de moments conviviaux en famille ou avec des amis, qui nous disent en atelier, alors qu'est-ce que je dois penser du sucre? Parce que moi, j'en arrive à refuser des invitations pour ne pas être tentée par un morceau de gâteau. Donc, voilà, qu'est-ce que le réseau NACRE nous dit du sucre? Je suis Mathilde Touvier, je dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, l'EREN, et je suis investigatrice principale de la cohorte Nutrinet Santé. Bonjour, je suis Charlotte Debras, je travaille sur les relations entre la consommation de sucre et le risque de cancer à l'EREN. Il y a 3 familles de macronutriments essentiels à notre alimentation: les protéines, les lipides et les glucides. Au sein des glucides, on trouve les sucres simples, que l'on peut trouver naturellement dans les fruits, comme le fructose, ou dans les produits laitiers, comme le lactose et le galactose, ou ceux qui sont ajoutés directement par le consommateur, le cuisinier ou l'industriel, comme le saccharose. On a également les glucides complexes, qu'on retrouve notamment dans les féculents, les pommes de terre, le riz, les pâtes, et qui sont présents sous forme d'amidon. Généralement, on utilise le terme sucre pour parler des sucres simples. Les sucres simples consommés en excès peuvent avoir des effets négatifs sur notre santé. On sait aujourd'hui qu'un apport trop élevé peut augmenter le risque de caries dentaires, de surpoids et d'obésité, et serait également associé à une augmentation du risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. À l'heure actuelle, le lien direct entre la consommation de sucre simple et le risque de cancer n'est pas encore établi avec certitude, mais des travaux de recherche sont en cours. Certaines hypothèses soutiennent que le rôle des sucres simples dans l'apparition de certains cancers passerait par la prise de poids, le surpoids et l'obésité étant des facteurs de risque connus pour différents cancers.
Mais d'autres mécanismes pourraient également intervenir, même en l'absence de prise de poids. En effet, avoir une alimentation riche en sucre simple induit une production d'insuline importante, l'hormone régulatrice de la glycémie. Or, l'insuline est un agent qui est dit mitogène, c'est-à-dire qu'il peut favoriser la prolifération des cellules tumorales. Plusieurs études se sont intéressées au lien entre l'apport en sucre ou la charge glycémique et le risque de cancer. Alors, la charge glycémique correspond à l'impact d'un aliment sur le taux de sucre dans le sang en fonction de la portion ingérée. Il a été établi dans le dernier rapport conjoint du WCRF et de l'AICR, publié en 2018, qu'une charge glycémique de l'alimentation élevée est un facteur de risque probable pour le cancer de l'endomètre. Alors, d'autres études ont montré que des niveaux de preuve élevés ont pu être établis entre la consommation de boissons sucrées, source importante de sucre simple, et l'augmentation du risque de surpoids et d'obésité, eux-mêmes facteurs de risque de différents cancers, comme le cancer de l'œsophage, du pancréas, du foie, du sein après la ménopause, de l'endomètre, du rein et du cancer colorectal. Enfin, au sein de la cohorte Nutrinet Santé, donc sur plus de 100 000 personnes, nous avons observé des associations entre consommation de sucre simple, boissons et produits sucrés et de la charge glycémique et un risque accru de cancer, et notamment de cancer du sein et indépendamment de la prise de poids. Cependant, d'autres études sont nécessaires, et notamment pour déterminer les différences entre les types de sucre ou les sources de sucre et le risque de cancer. Les sucres des fruits, des boissons sucrées ou des produits laitiers ont-ils tous le même effet sur la santé ? D'après l'ANSES, les glucides en général, qu'ils soient sucres simples ou glucides complexes, doivent représenter entre 40 et 55% de nos apports énergétiques journaliers. En France, la consommation de glucides totaux est en adéquation avec cette recommandation. En revanche, étant donné les potentiels effets délétères des sucres simples sur la santé, les organismes de santé publique recommandent de limiter leur consommation. L'ANSES préconise d'en consommer moins de 100 grammes par jour, hors lactose et galactose présents dans les produits laitiers. Par exemple, ce qui représenterait au total une pomme, une banane, rappelons que les fruits et légumes sont recommandés, au moins 5 portions par jour, plus une portion de céréales petit déjeuner sucré, soit environ 50 grammes, et une canette de soda. Il est particulièrement recommandé de limiter sa consommation de boissons sucrées, telles que les sodas et les jus de fruits, et de ne surtout pas en consommer plus d'1 verre par jour. À savoir, les jus de fruits sont aussi riches en sucre que les sodas. Ainsi, il est préférable de manger les fruits entiers, plus intéressants nutritionnellement en termes de fibres et de pouvoir rassasiant. Remplacer le sucre par des édulcorants n'est peut-être pas une très bonne idée. Plusieurs études expérimentales et épidémiologiques suggèrent de potentiels effets adverses des édulcorants sur la santé. Dans la cohorte Nutrinet Santé, des études récentes montrent une association entre la consommation d'édulcorants et un risque accru de cancer au global, cancer du sein et cancer lié à l'obésité, ainsi qu'un risque accru de maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, les édulcorants maintiennent l'appétence pour le goût sucré. De ce fait, les autorités de santé ne recommandent pas les édulcorants comme alternative au sucre en population générale, et la réduction de l'apport en sucre doit se faire par une diminution globale du goût sucré de notre alimentation. En conclusion, il est recommandé de limiter les apports en sucre simple au quotidien, en réduisant notamment les produits et boissons sucrées. Il faut aussi faire attention au sucre caché dans certains aliments ultra transformés, comme certaines soupes toutes prêtes ou bien certains biscuits salés. Et pour cela, on peut s'aider du Nutri-Score, indiqué sur les emballages ou sur l'application Open Food Facts, car la teneur en sucre simple est un des paramètres majeurs pour le calcul de ce logo nutritionnel qui nous aide à mieux choisir nos aliments dans une même catégorie pour réduire notre risque de cancer et d'autres maladies chroniques. Eh bien, voilà ce que dit le réseau NACRE sur le sucre. Et on a une question de Lou qui dit moi j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté plein de choses, mais le sucre c'est quand même, on n'arrête pas de me dire qu'il faut que j'arrête le sucre, mais pour moi c'est quand même compliqué. Je suis très gourmande et je ne peux pas tout arrêter en plus du stress de la. Mais alors justement, le film ne dit pas d'arrêter le sucre.
Et j'ai choisi volontairement ce film parce que moi, je réponds toujours aux patientes qui me disent qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce qu'il faut que j'arrête le sucre? C'est comme vous, Lou, je suis gourmande, etc. Et les gens me disent, j'ai entendu en salle d'attente ou j'ai lu sur Internet que le sucre va alimenter la tumeur. À aucun moment, le film ne parle de ça. On parle de consommation de sucre en excès. Si j'ai fait une diapo là en synthèse, hein, si vous voulez bien repasser le PowerPoint à l'écran. Qu'est-ce que nous dit le film? Que le sucre consommé en excès, hop là, je vais aller trop vite, voilà. Le sucre simple en excès va entraîner une prise de poids qui, lui, est un facteur de risque. Mais vous avez vu, en termes de facteur de risque, ça ne joue qu'à 5-6%. Voilà, ça c'est la première chose qui est dit dans ce film. Et après, il y a un deuxième volet qui est en train d'être investigué, c'est que la consommation de sucre en excès, donc là, c'est également des boissons sucrées, des petits gâteaux, vous voyez les images qui apparaissent, ça va entraîner une grosse sécrétion d'insuline et l'insuline est mitogène. Donc, on est en train de se demander, est-ce que cet effet mitogène peut augmenter l'apparition d'un cancer? Mais arrêtez de culpabiliser avec cette idée que le sucre va faire développer la tumeur. Cela n'a jamais été démontré. Voilà. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a un mécanisme indirect qui est en train d'être investigué, que la consommation de sucre en excès participerait peut-être, mais on n'est pas en train de vous dire de supprimer les glucides. Vous avez vu, les recommandations nutritionnelles disent qu'environ 50% de l'apport énergétique doit être amené par les glucides. Et on garde quand même 100 grammes de sucre simple au quotidien. Oui, c'est très intéressant. J'allais dire déculpabilisant, et ça permet de se dire qu'on peut manger une part de galette des rois, un bout de gâteau d'anniversaire, etc. Bien sûr. C'est vrai qu'on a envie d'avoir, on entend aussi beaucoup parler de tous ces sucres cachés, en fait. Il y a aussi ça. Oui. En fait, tout, que ce soit pour le sel, le sucre, le gras, tout ça, c'est aussi tout ce qui est aliments assez transformés, où en fait, on ne se rend pas compte que ça a l'air salé, mais en fait, il y a plein de sucre dedans. Tous les sodas, les trucs comme ça. Donc, en fait, c'est peut-être, et je sais que vous faites ce genre de choses aussi dans les ateliers d'éducation thérapeutique, c'est aussi regarder de quoi parle-t-on. Est-ce que c'est un jus tout frais que je fais moi-même? Est-ce que c'est quelque chose que j'achète systématiquement? Et finalement, globalement, quand on mange frais et fait maison, etc., il y a moins de choses cachées et on se fait moins prendre par ce sucre caché, notamment. On maîtrise mieux ce qu'on a dans l'assiette. Là, au début, on parlait du soja. Ben, on sait qu'avec un gâteau fait maison, on n'aura pas de soja caché à l'intérieur. De plus, aller stigmatiser les produits sucrés, les gâteaux, on a étudié maintenant le comportement alimentaire, on en sait un peu plus sur les troubles du comportement et on sait que se focaliser sur un aliment qui ne serait pas bon pour nous, on va arriver à se retenir pendant quelques heures et après, on va avoir une pulsion au bout de quelques jours, où on va en manger davantage. Donc, je crois que le message à faire passer après ce film, c'est d'avoir une relation plus apaisée avec tous les glucides. Et j'espère que ce film me permet de faire passer ce message. Alors, je vous propose de passer à la question qui revient souvent, les fameux produits laitiers qui sont accusés de nombreux maux. Et ça va être notre dernier film. Je suis Vanessa Côté, docteure en épidémiologie et enseignante-chercheur en nutrition à l'Université de Bourgogne. Je travaille au CHU de Dijon et dans une équipe INSERM U1231 spécialisée en cancérologie digestive. Et je suis membre du comité de pilotage du réseau NACRE. On appelle produits laitiers les aliments issus de la sécrétion mammaire animale et de ses dérivés.
Il regroupe ainsi le lait, qu'il soit cru, frais, pasteurisé, stérilisé, en poudre, entier ou écrémé, les yaourts, les fromages frais, affinés, les fromages blancs ou les petits suisses et les laits fermentés. Certains aliments ne sont pas considérés comme des produits laitiers sur le plan nutritionnel, soit parce qu'ils contiennent trop de matières grasses et peu de calcium, comme le beurre et la crème, soit parce qu'il y a trop de sucre et peu de lait, comme les desserts lactés ou glacés. Les produits laitiers contiennent des protéines, de l'eau, des glucides, des lipides de différentes sortes, des acides aminés, des vitamines et des minéraux essentiels, et ce, quelle que soit l'origine animale du produit, brebis, vache ou chèvre. Par contre, les teneurs nutritionnelles peuvent varier en fonction de l'origine. Par exemple, le lait de brebis est plus concentré que le lait de vache en termes de matières grasses, lactose ou protéines. Par contre, les boissons végétales sous forme de jus ou de crème, comme celles à base d'amandes ou d'avoine, parfois abusivement appelées laits végétaux, ne font pas partie des produits laitiers. En effet, elles n'apportent pas les mêmes nutriments, vitamines et minéraux. Et donc, ces boissons végétales ne peuvent pas se substituer aux produits laitiers d'un point de vue nutritionnel. En particulier, ils ne doivent pas être donnés aux enfants de moins de 3 ans en substitution des produits laitiers et notamment du lait infantile, au risque d'entraîner des carences graves. Les produits laitiers aident au bon fonctionnement de l'organisme tout au long de la vie. Ils peuvent contribuer à la santé osseuse et au maintien de la masse et de la fonction musculaire chez les personnes âgées. Des études suggèrent un rôle des produits laitiers dans la prévention de plusieurs maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, mais il est nécessaire d'avoir plus de données scientifiques pour affirmer ces associations. Concernant les liens avec le risque de cancer, cela dépend des localisations et nous allons regarder ensemble en détail. Pour le cancer colorectal, les derniers rapports d'expertise collective publiés en 2015 et 2018 ont conclu à une diminution probable du risque de ce cancer avec la consommation globale de produits laitiers, de tout type confondu, quel que soit le produit, lait, yaourt, fromage, mais aussi plus spécifiquement avec la consommation de lait seul, c'est-à-dire étudié à part. Par contre, les données ne permettaient pas de conclure sur une association entre le risque de cancer colorectal et la consommation de fromage étudié seul. Depuis, de nouvelles méta-analyses ont été publiées. Il s'agit d'études qui synthétisent et quantifient les résultats de plusieurs études épidémiologiques individuelles. Et elles confirment bien les conclusions des précédentes expertises concernant la diminution du risque de cancer colorectal associé à la consommation de produits laitiers, tout type confondu, ou de lait seul. Par contre, elles ne permettent pas encore de préciser les liens avec la consommation de fromage ou de yaourt étudiés à part. Dans les rares études où la distinction est faite, les résultats sont globalement similaires pour les produits laitiers riches en matières grasses ou ceux à plus faible teneur. Pour le cancer du sein, une diminution du risque avec les produits laitiers tout type confondus a été seulement suggérée dans les expertises collectives, et ce, chez les femmes avant la ménopause. Par contre, l'association avec la consommation de lait seul n'était pas significative. Les méta-analyses plus récentes divergent. On observe soit pas d'association significative, soit une diminution du risque avec les produits laitiers fermentés, yaourts et fromage, pour les femmes après la ménopause, ou avec la consommation de lait écrémé seulement. Pour le cancer de la vessie, une diminution du risque a été suggérée par les expertises collectives, plus spécifiquement pour la consommation de lait, mais avec des données encore trop limitées. Et depuis, les nouvelles études confirment cette tendance de diminution de risque avec le lait étudié seul, mais également avec le yaourt seul et les produits laitiers, tout type confondus. Pour le cancer de l'ovaire, les données étaient trop limitées lors des expertises collectives. Depuis, 2 nouvelles méta-analyses concluent à une augmentation du risque de cancer de l'ovaire chez les grandes consommatrices de lait entier, au-delà des recommandations que l'on va revoir ensemble, alors que le risque serait diminué avec une consommation modérée de lait demi-écrémé et de fromage. Concernant le cancer de la prostate, les expertises ont suggéré une augmentation de risque associée à la consommation, au-delà des recommandations, de produits laitiers tout type confondus. Les données sur les produits laitiers étudiés séparément ne permettaient pas de conclure sur une association. Depuis, les résultats des nouvelles méta-analyses ne sont pas toujours concordantes. 2 études suggèrent une augmentation de risque avec la consommation de produits laitiers ou de produits laitiers fermentés, mais aussi pour le lait ou le fromage étudiés séparément, alors que les 2 autres études présentent des résultats non significatifs.
Plus de travaux sont nécessaires pour mieux comprendre les liens avec le cancer de la prostate. Et pour toutes les autres localisations, les données disponibles ne sont pas suffisantes pour établir ou même suggérer des associations. Il est donc nécessaire d'avoir d'autres études scientifiques afin de répondre à ces questions de façon plus précise. Actuellement, sur la base de la littérature scientifique et en dehors de tout avis médical particulier, les recommandations pour la population adulte en bonne santé sont de consommer 2 produits laitiers par jour. Pour les enfants, les adolescents et les personnes âgées, 3/4 produits laitiers par jour sont préférables pour un bon apport en calcium et en protéines notamment. Une portion de produits laitiers recommandée équivaut par exemple à un demi-verre de lait, environ 150 ml, un pot de yaourt classique de 125 g ou encore une portion de fromage de 30 g. Il faut aussi tenir compte des plats qui contiendraient déjà du lait ou du fromage, comme les gratins ou les tartes. Il est aussi préférable d'alterner et de varier les produits laitiers, varier les types de fromage en alternant les plus riches en calcium et les moins gras, et quand on peut, suivre la recommandation générale d'aller vers le bio. Les études chez l'humain sur cette question sont peu nombreuses et les résultats ne sont pas concluants. Il y a un vrai besoin de recherche sur le sujet. C'est pourquoi le rapport d'expertise collective de l'INCa de 2020, en partenariat avec le réseau NACRE sur l'impact des facteurs nutritionnels pendant et après cancer, n'a pas pu émettre de recommandations spécifiques. Pendant les traitements, les produits laitiers permettent d'assurer des apports en protéines et sont plutôt faciles et agréables à manger pour les patients, surtout pour ceux qui ont des difficultés orales ou digestives ou sont à risque de dénutrition. Il n'y a donc pas de raison d'arrêter ou de limiter la consommation de produits laitiers pendant les traitements anticancéreux. Et pour les patients qui se questionnent sur leur consommation, n'hésitez pas à en discuter avec votre équipe de soins. Après les traitements, globalement, les conseils restent les mêmes que pour ceux de la population générale. Dans le cas de patients atteints de cancer de la prostate et de cancer colorectal, des données limitées suggèrent que la consommation de produits laitiers très riches en matières grasses, au-delà des recommandations, pourrait être associée à une augmentation du risque de mortalité. En revanche, la consommation de produits laitiers à plus faible teneur en matières grasses était quant à elle associée à une diminution du risque de mortalité globale. Dans tous les cas, après les traitements anticancéreux, les connaissances scientifiques actuelles ne justifient pas de restreindre les apports en produits laitiers, sous les seuils recommandés pour la population générale, sauf avis médical particulier bien sûr. La recommandation reste donc de 2 produits laitiers par jour chez les adultes et 3 à 4 chez les personnes âgées passées 65 ans. Une intention est tout de même apportée sur les produits laitiers particulièrement riches en matières grasses pour les consommer de façon modérée. Merci. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Que c'est complexe. On voit que déjà tous les produits laitiers ne sont pas les mêmes. À la fin de l'intervention, elle modifie son discours sur les produits laitiers particulièrement riches en matières grasses, qui sont malheureusement des produits qu'on adore, hein, c'est les fromages. Voilà. Et puis, c'est complexe aussi parce que, en termes de prévention, tous les organes n'ont pas les mêmes résultats. Donc, je crois que ce qu'on peut voir de nos 3 films, et en particulier du dernier, c'est de se dire que c'est complexe, on ne peut pas tenir les recommandations identiques pour le sein ou pour le cancer colorectal, mais que la science cherche. Voilà, vous voyez que parfois, là, en atelier aussi, les gens nous disent, bon, mais ils imaginent qu'on est fermé à ce genre de considération, qu'on met un petit mouchoir sur les produits laitiers, alors que leur homéopathe, pour ne pas le citer, leur a dit d'absolument supprimer les produits laitiers. Nous, on est ouverts au même titre que les sociétés scientifiques. Vous voyez qu'il y a beaucoup de recherches qui sont réalisées, mais on ne peut faire de conclusion qu'à partir de nombreuses études. Voilà. Donc, vous voyez que les repères de consommation, c'est 2 produits laitiers en population générale. Pour les enfants, les adolescents et les personnes à partir de 65 ans, c'est 3 à 4. Et plutôt s'orienter vers le lait
ou les produits laitiers tels que yaourt, petit suisse et fromage blanc. Et le fromage, il ne faut pas s'en priver, mais il faut varier les plaisirs. Voilà. Est-ce que Oriane ou Laure vous voyez dans la conversation des questions qui reviennent souvent? Alors, il y a des questions qui reviennent. Alors, sur les films que vous avez faits, ça répond que vous avez diffusés, ça répond parfaitement. Il n'y a plus de questions. Après, il y a des questions sur des produits autres. Et je ne sais pas si on a le temps ou Laure a répondu. Notamment, il y a toujours des questions sur les thés verts, les autres thés, etc. Alors ça tombe bien comme question parce que le réseau NACRE a fait un flyer et un film sur le thé vert. Donc, Oriane et Laure, je vais vous demander de mettre le lien sur les 4 films. Voilà. Oui, on pourra le mettre, on le relaie en fait sur notre réseau, effectivement, et on les mettra tous en complément du replay pour que vous puissiez y accéder indépendamment, bien sûr. Néanmoins, au début, c'était un petit peu dit dans le film, mais moi, je vous rejoins. Il y a beaucoup d'injonctions très contraires, hein, qui viennent des naturopathes, des homéopathes, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, mais moi, le lait, jamais. Le lait, c'est bon pour les enfants, mais pas pour les adultes. Je le digère pas, je le tolère pas, etc. » Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de s'y retrouver autour de ces produits laitiers, mais en tout cas, les études à large échelle, comme vous avez fait, ne montrent pas enfin, je veux dire, il n'y a pas de choses très simples, mais ce n'est pas non plus quelque chose à éviter absolument, j'allais dire au contraire, peut-être à discuter en fonction de sa maladie et de sa propre tolérance, parce que tout le monde ne supporte pas bien la même chose. Néanmoins, est-ce que vous, dans votre expérience, vous recommandez plutôt le lait de brebis ou de chèvre ou de vache, ou en fait, c'est quelque chose qui est vraiment un curseur non. Alors, on a des positions de compromis, c'est-à-dire que si on a des personnes qui pensent vraiment que le lait de vache a subi trop de transformations, on peut comprendre. Si les gens préfèrent consommer des produits à base de lait de chèvre ou de brebis, comme nous l'a dit l'intervenante là du réseau NACRE, sont aussi des produits laitiers avec des bonnes valeurs nutritionnelles en termes de protéines. Ils contiennent un peu plus de matière grasse, mais ce sont des produits intéressants. Donc, si les gens préfèrent prendre du lait de brebis ou de chèvre, ça ne nous pose aucun problème. Et en fait, une autre question qui n'est pas ressortie là, mais qu'on a quand même pas mal aussi globalement sur les réseaux, c'est la notion de est-ce qu'on doit essayer de consommer bio? Est-ce que, en fait, derrière ce que vous avez dit là, c'est un peu ce côté, est-ce que c'est un lait très travaillé industriellement, ou est-ce que c'est le lait du petit village d'à côté? C'est vrai que ce n'est pas la même chose quand même. Oui, est-ce que vous avez des recommandations sur le choix? Les nouvelles recommandations du PNNS, Plan National Nutrition et Santé, le dernier PNNS, recommande aux gens d'aller vers le bio. Alors, on sait que ça représente un coût. En termes de santé publique, on ne peut pas conseiller aux gens de tout consommer bio, mais il y a 2 nouveaux axes qui sont favoriser le bio et maîtriser la composition de nos assiettes avec le cuisiner maison. Donc ça aussi, je pourrais vous le faire passer après la conférence, le lien vers ces recommandations-là. Alors, je sais qu'il y avait d'autres points que vous souhaitiez aborder, notamment le jeûne, etc., qui font partie des questions qu'on a souvent. On va vous laisser peut-être continuer et puis ensuite on reviendra parce qu'on a des questions que peut-être que vous aborderez. Voilà. Très bien. Donc, passons au jeûne. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a un gros engouement des personnes qui ont un cancer pour le jeûne thérapeutique ou pour des régimes restrictifs. Alors, le jeûne thérapeutique, le réseau NACRE, là aussi, a fait une revue de littérature et a fait ce flyer. Je vous ai mis des copies d'écran, vous pouvez le retrouver. Alors, il y a plusieurs niveaux de connaissances. Il y a un flyer grand public, il y a un flyer pour les professionnels. Qu'est-ce qui nous dit ce flyer? Que le jeûne n'a pas montré son efficacité sur le cancer. Les régimes restrictifs non plus. Alors, qu'est-ce qu'on appelle régime restrictif? C'est les régimes qui vont supprimer, par exemple, les glucides simples et complexes pour permettre uniquement aux gens de conseiller des lipides et des protéines. C'est ce qu'on appelle le régime cétogène.
Donc, des méta-analyses montrent que non seulement ça n'a pas montré de bénéfices en cancérologie, et ça a démontré des effets délétères. C'est-à-dire que jeûner ou faire un régime restrictif va majorer un état de dénutrition, et on sait qu'un état de dénutrition, pour certaines personnes, va altérer la capacité à être traité. Donc, ce que dit ce flyer, clairement, c'est d'éviter de jeûner. Et il y a un vrai faux qui est très pédagogique. Et là, c'est le deuxième écran que nous dit le vrai faux. Alors, je pense que c'est assez lisible sur la diapo. Mais le bénéfice de ce type de régime a-t-il été démontré chez l'homme? Non. Vous lirez le détail quand vous irez sur le réseau NACRE. Même si ces régimes n'ont pas d'effet bénéfique sur le cancer, peut-on conclure que cela ne peut pas faire de mal? Non plus, parce que comme je vous l'ai dit, les études montrent que c'est délétère. En cas de pratique du jeûne ou d'un régime restrictif, faut-il en parler à son médecin? Oui, la réponse est oui. Ne restez pas avec des convictions tout seul dans votre coin. Nous sommes suffisamment ouverts pour entendre ce genre de choses et on préfère vous accompagner si vous faites un jeûne ou un régime restrictif plutôt que vous soyez lâchés. Qu'est-ce qu'on va surveiller? On va surveiller les bilans biologiques et on va peut-être voir ensemble un compromis, une masse musculaire à surveiller, une force musculaire en dessous de laquelle il ne faut pas aller. Voilà. Donc, ne restez pas seul avec ce genre de comportement. Et est-ce que jeûner est une médecine d'avenir pour combattre le cancer? Alors, la réponse est non. Actuellement, il n'y a pas de preuves scientifiques confortant cette idée, mais de nombreuses études sont réalisées. Voilà. Ça va dans le même sens, c'est-à-dire les gens, on leur dit ne croyez pas qu'on est fermé à ce genre d'idées. La recherche cherche, mais à ce jour, il n'y a rien de concluant. Oui, ça, je pense qu'on peut le souligner. Nous, on a pas mal d'échos de ça, c'est-à-dire que sur ces messages clés, je crois que c'est vraiment important. C'est pas adapté globalement pour une situation de maladie. On a d'ailleurs des questions de personnes qui disent, bah voilà, quand on est en vraie perte de poids, en vraie dénutrition, parfois on a du mal à reprendre. Est-ce que vous avez des conseils aussi par rapport à une reprise de poids? On a fait d'ailleurs une webconférence sur ce sujet. Oui, la première que nous avions réalisée ensemble. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, finalement, on avait, donc pour info, et on vous remettra les replays, on avait fait une conférence sur, en fait, avec mes traitements, avec ma maladie, j'ai perdu du poids et j'ai des difficultés, où j'ai besoin d'être accompagnée pour en reprendre. Et très souvent, les diététiciens, nutritionnistes des hôpitaux sont vraiment là pour vous aider dans ces situations. Après, on a une deuxième webconférence que vous pouvez retrouver en replay sur plutôt j'ai pris un traitement, une thérapie ciblée pour mon cancer du sein, du poumon, etc. Et je prends du poids. Et donc là, on avait vu aussi un certain nombre de conseils et aussi une réalité, c'est que là, pour le coup, on a souvent moins d'accompagnement dans les établissements de soins parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça. Et entre guillemets, c'est pas, ça embête un peu moins les médecins, ils ont moins peur pour nous quand on prend des kilos, mais nous, ça nous gêne quand même. Voilà, donc là, il y a des conseils et puis aussi une ouverture sur les réseaux en ville, on pourrait en parler comme le réseau Oncodiète, etc. Oui. Là, aujourd'hui, on est plus un peu sur ces vrais faux, mais sur la question du jeûne, on peut dire que les équipes sont à l'écoute, donc parlez-en si vous voulez vraiment essayer quelque chose. Et il y a quand même des études en cours, mais aujourd'hui, les résultats ne font pas la preuve de. Mais il y a vraiment une recherche dynamique et pour essayer d'encadrer au mieux ce qui peut être utile en fonction des situations. Et en fait, les maladies sont différentes, les traitements sont différents, les risques sont différents. Donc, c'est aussi très compliqué d'avoir des messages simples. Tout à fait. Voilà, mais c'est quand même très bien explicité, je pense, dans cette ressource du réseau NACRE qui est dédiée à ces questions. Tout à fait. Pour terminer, j'aimerais qu'on aborde les compléments alimentaires. Et c'est Oriane qui a pointé ceci lors de la préparation de cette intervention. Vous êtes nombreux à prendre des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que on pense tous qu'on a une alimentation déséquilibrée parce qu'on nous fait culpabiliser à ce sujet. Et on croit qu'en achetant des compléments alimentaires, on va compenser cette alimentation déséquilibrée. L'étude de
comportement alimentaire de l'INCA 3, qui portait sur les années 2014 et 2015, ont mis en valeur que 22% des adultes consomment des compléments alimentaires et 14% des enfants. On peut évaluer que ça fait une personne sur 4 ou une personne sur 5, et on peut supposer également que cette déclaration, elle est peut-être sous-évaluée. J'aime prendre l'exemple du carotène pour illustrer la suite. Les plus anciens d'entre nous se rappellent peut-être d'une des premières études nutritionnelles qui s'appelait Suvimax, qui avait pour objectif de voir l'effet des vitamines, des minéraux, des macronutriments, des micronutriments, ou sous la forme d'aliments traditionnels, sous la forme de fruits, de légumes, ou sous la forme de compléments alimentaires. L'étude a démarré et au bout de quelques années, il a été constaté que dans le groupe complémenté en vitamines et minéraux à base de compléments alimentaires, on voyait augmenter la fréquence de cancer du poumon. Alors rapidement, l'étude a été arrêtée. Les chercheurs ont cherché là aussi, et ce qui a été constaté, c'est que chez les populations de fumeurs ou de personnel exposés à l'amiante, le cancer du poumon avait vu sa trajectoire s'accélérer sous l'effet du bêta-carotène consommé sous la forme d'un complément alimentaire. Donc à partir de là, ça a été davantage investigué. Et depuis 2018, il y a une recommandation qui, à notre avis, n'est pas assez connue, qui figure dans les conseils du réseau NACRE, mais qui est d'exclure toute consommation de compléments à base de bêta-carotène. Voilà. Donc, on vous engage à consommer du bêta-carotène, vous voyez, c'est ce qui est noté à droite, sous forme naturelle dans les fruits et des légumes, les courges, les abricots, les épinards, les carottes, melons, les mangues, allez-y, vous pouvez en consommer. Vous pouvez en abuser, mais tout ce qui est bêta-carotène sous la forme de complément, eh bien, moi, je vous engage vraiment à arrêter votre consommation et à faire passer le message autour de vous. Donc, à partir de cette étude, on a vu que ce n'était pas anodin de consommer des compléments alimentaires. Alors là aussi, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas que mon discours vous alerte de trop. Mais à partir de là, l'ANSES a donné des recommandations. Quelles sont-elles? C'est toujours demander à un professionnel de santé. Ne pas s'automédiquer. Vous n'êtes pas forcément carencé en vitamines et minéraux. Voilà. Évitez les prises prolongées, répétées et multiples. Respectez les conditions d'emploi. Surtout être vigilant quant aux produits qui sont proposés comme miraculeux. Et attention aux circuits, attention aux compléments qu'on pourrait acheter sur Internet dont on ne connaît pas l'origine. Voilà. Donc, attention aux compléments alimentaires. Oui, j'ai plus en tête exactement l'exemple, mais lors d'une précédente conférence, le professeur Reynard, qui est médecin nutritionniste à Gustave Roussy et très actif dans le réseau NACRE, montrait qu'ils avaient fait une étude sur les patients de cancer du sein. Alors, je ne sais plus quelle était la mesure, mais en gros, dans l'après-cancer, ils voyaient que ces patientes étaient surcomplémentées. En fait, ça devenait… donc, il y a vraiment un sujet… je pense qu'il faut… en fait, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que les patients et les proches, on veut tous bien faire. Et c'est un peu pour reprendre notre intro. L'alimentation, c'est quelque chose qu'on peut actionner soi-même. Mais autour de nous, il y a plein d'injonctions, mais il y a aussi plein de business. Et du coup, il y a beaucoup de professionnels autour de nous qui peuvent être intéressés à ce qu'on consomme beaucoup plus de leurs plantes, leurs compléments, leur ci, leur ça. Et je pense qu'il faut quand même prendre un pas de recul par rapport à ça. Oui, dans certaines situations, on a vraiment besoin, et typiquement, certaines personnes ont besoin de manger des choses en plus pour reprendre du poids. Vous avez parlé de cette force musculaire, en fait, cette
perte de la masse musculaire, c'est vraiment ça le problème, hein, c'est que perdre du poids, c'est une chose, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut perdre ce qu'il faut. Et souvent, on a envie de perdre le gras, voilà, les trucs mous, quoi. Mais le muscle, en fait, une fois qu'on le perd, c'est hyper dur à reprendre. Et donc, attention avant d'enlever les protéines, la viande, le ci, le là. Parce qu'en fait, souvent, on perd très vite, mais on perd beaucoup de muscles et pas forcément tant que ça de gras. Donc, on n'a pas toujours gagné et on a des difficultés. Voilà, donc je pense qu'il faut rester vigilant. Il n'y a pas de truc miraculeux. Et globalement, vous avez des équipes de soins qui sont là pour vous aider, se préparer au traitement, arriver dans la meilleure forme possible, en mangeant voilà, de façon le plus adaptée, en bougeant, c'est majeur. Limiter tout ce qui est toxique, le tabac, l'alcool et tous ces trucs-là, quand même, ça c'est sûr que c'est mieux. Et typiquement, nous on avait aussi, c'est pas tellement ressorti là, mais dans les choses sur lesquelles on peut être vigilant au début des parcours de soins notamment, c'est pour le coup, on est très nombreux à être très limite en termes de carence en fer. On n'est pas forcément en anémie, mais on est souvent en carence. Et du coup, si on ne fait pas gaffe à ça, avec les traitements, on peut se retrouver pour le coup vraiment en anémie. Et ça fatigue, ça augmente les difficultés de cicatrisation quand on a une chirurgie, des choses comme ça. Donc pour le coup, ça c'est un vrai message testé. Je vais dire votre niveau de fer avant les traitements pour être pour le coup complémenté si nécessaire. Et pour le reste, prenez conseil et restez vigilant face à ces injonctions multiples qui sont très business orientées quand même. Tout à fait. Donc, en synthèse, on souhaitait mettre en valeur 3 messages. C'est s'orienter vers des sources d'informations fiables. Et la dernière diapo va les recenser. Nous, on vous engage à rencontrer des professionnels formés. Et je rejoins ce que dit Laure. Vous avez des gens qui veulent faire du business ou des gens qui veulent bien faire mais qui ne savent pas non plus. Nombreux sont les personnes en atelier qui disent j'ai demandé à mon médecin généraliste et il ne savait pas. Et c'est normal qu'ils ne sachent pas. Donc, n'hésitez pas à demander aux professionnels qui vous soignent. Et après, demandez également conseil aux compléments alimentaires et pas d'automédication. Voilà, ça c'est un message assez fort. Donc, pour aller plus loin, le réseau NACRE, je crois qu'on en a assez parlé. La Fondation ARC, toutes ces instances travaillent ensemble. L'INCA également produit des documents intéressants. L'ANSES, vous allez trouver des articles très intéressants sur l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et l'INRAE également, qui travaille sur l'agriculture. L'INRAE et le réseau NACRE, alors si vous voulez aller plus loin, ont réalisé une vidéo sur les polluants chimiques de l'alimentation et le cancer du sein. Et vous allez voir que toutes ces recommandations elles vont dans le même sens, c'est-à-dire reprendre la maîtrise de son alimentation, le cuisiner maison et des modes de cuisson plutôt simples. Alors justement, avec Laure, on a mis tout à l'heure le lien de Bouger Manger où il y a des idées de menus, etc. Oui, j'ai vu. Voilà. Et on n'arrête pas de dire depuis le début de la conférence, allez voir des nutritionnistes qui s'y connaissent en cancéro. Donc, je vais mettre le lien de Oncodiète. Oncodiète, très bien. Alors, Oncodiète, ce sont des professionnels. Maintenant, on a un maillage territorial très intéressant. Vous avez l'annuaire des oncodiètes qui est hébergé sur le site de la SFNCM. Ben, parfait, voilà, ça apparaît. Excellent. Elles s'engagent, alors elles sont formées à la cancérologie et elles s'engagent à se former régulièrement. On a monté un dispositif de formation continue annuel et elles s'engagent à réaliser un prix de consultation de 45 € maximum. Et elles sont spécialisées dans les messages et elles s'engagent également à avoir des messages validés par les sociétés savantes. Vous avez également les ateliers de la Ligue contre le cancer qui, en général, également, ces ateliers-là vont faire travailler des professionnels qui ont une expérience en cancérologie et qui ont un engagement fort pour tenir un discours validé. Voilà.
Merci ce beaucoup qu'on pour peut toutes dire ces sur les ressources. professionnels qui peuvent vous entourer. Et puis, je vais vous remercier de votre attention et je vous ferai passer, suite à la conférence, le document des recommandations du PNNS. Et je sais que On pourra Laure ajouter et tout ça. Oriane seront attentives à diffuser ces messages. Merci beaucoup. Magnifique. Peut-être une dernière question qui fait écho à une question dans l'onglet qu'on n'a pas abordée spécifiquement, mais nous écoutent des personnes qui sont aussi qui vivent avec une maladie chronique, en fait, d'un cancer avec un traitement au long cours, un cancer métastatique, donc soit avec un traitement, j'allais dire non-stop, soit éventuellement qui sont en pause thérapeutique, mais qui ont donc une surveillance pour ce type de maladie. Est-ce que globalement, parce qu'on ne va pas refaire une conférence complète, on a déjà dépassé un peu l'heure, mais est-ce que les messages sont très différents? Est-ce qu'il y a des bilans spécifiques à faire pour ces personnes qui, pour le coup, donc, sont dans une situation de long cours avec le cancer? Est-ce que vous avez des conseils particuliers En termes de pour tenter de prévention répondre à toutes ces tertiaire, personnes? En termes de prévention tertiaire? En termes de conseils pour, par exemple, à la fois il y a le poids, il y a l'os, il y a le risque de rechute, des choses comme ça. Alors, les conseils de prévention primaire sont les mêmes que ceux de prévention tertiaire et sont les mêmes que ceux de prévention des maladies cardiovasculaires. C'est l'alimentation équilibrée. Et encore une fois, l'alimentation équilibrée, on ne sait pas toujours ce que c'est. Et je vous engage vraiment à aller fréquenter des professionnels formés pour savoir ce que c'est et aussi apprendre à cuisiner avec des méthodes assez simples qui ne vont pas nous enfermer des heures dans la cuisine. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Laure? Oui, merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.